Parfois, les plus grandes histoires ne commencent pas vraiment par un début, mais plutôt par une collision. Une collision entre deux vies, séparées par le temps, par les circonstances, mais qui sont pourtant inexorablement tirées l'une vers l'autre par les fils du destin. Aujourd'hui, on va suivre ces fils pour voir où ils nous mènent. Alors, pour bien comprendre, il faut voir que ce récit se joue sur deux plans, deux chronologies bien distinctes. D'un côté, on a un chasseur de monstres, un solitaire qui est hanté par un choix qu'il a dû faire. Et de l'autre, bien des années plus tard, une jeune princesse en pleine fuite qui découvre en elle un pouvoir qu'elle ne maîtrise absolument pas. Leurs chemins ne se sont pas encore croisés, mais croyez-moi, une prophétie et un ordre royal sont sur le point de tout faire basculer. Pour vraiment saisir comment tout ça s'articule, il faut qu'on retourne un peu en arrière. On va d'abord s'intéresser à un homme dont la légende est, disons-le, écrite dans le sang et l'acier. Le sorceleur, Gérald de Drir. Imaginez la scène. Gérald débarque à Blaviken. C'est du classique pour lui. Il vient de tuer un monstre, il vient réclamer sa prime. C'est un monde assez brutal et Gérald, c'est un professionnel qui essaie juste de gagner sa vie. Sauf que cette petite ville, Blaviken, va devenir le théâtre d'un événement qui le marquera à jamais. Très vite, Gérald se retrouve coincé, pris en étau. D'un côté, il y a le sorcier, Stregobor, qui veut l'engager comme assassin pour tuer une princesse qu'il dit maudite. Et de l'autre, cette même princesse, Renfri, qui veut l'engager pour tuer Stregobor. Ce qui est fascinant, c'est de voir à quel point les beaux camps sont des miroirs. Ils veulent la même chose, un meurtre, et ils voient en Gérald le même outil pour y parvenir. Mais le truc, avec Gérald, c'est qu'il n'est la marionnette de personne. Il refuse catégoriquement de choisir un camp, de choisir ce qu'on appelle le moindre mal. Pour lui, le mal c'est le mal. Point. Alors il essaie de calmer le jeu, il donne un ultimatum très clair à Renfri. Soit tu quittes la ville et tu as la vie sauve, soit tu restes et c'est moi que tu affronteras. Sur le moment, Renfri a l'air d'accepter. Elle promet de s'en aller. Mais Gérald, lui, n'est pas dupe. Il sent bien que c'est du bluff. La haine qu'elle a pour Stregobor est bien trop forte, bien trop ancrée. Elle ne reculera devant rien pour se venger, même si ça veut dire transformer la place du marché en bain de sang, juste pour forcer le sorcier à sortir de sa tour. Et c'est là que tout bascule. Pour éviter que des innocents meurent, Gérald est obligé d'intervenir. Il fait donc face à Renfri et à ses mercenaires. Le combat est rapide, violent et absolument tragique. Il est forcé de la blesser mortellement. Et voilà toute l'ironie cruelle de l'histoire. Les villageois y sortent de chez eux après la bataille et ils ne voient qu'une seule chose, le sorceleur, debout, au milieu des corps, avec une princesse mourante à ses pieds. Stregobor, le grand manipulateur, en profite pour attiser leur peur. Et Gérald, qui agit pour les protéger, se fait chasser de la ville sous les pierres et les insultes. C'est là qu'il gagne ce surnom qui va lui coller à la peau toute sa vie. Mais au-delà de ce surnom terrible, la conséquence la plus importante de cette journée sanglante n'a pas été ça. Non, c'était quelque chose de bien plus puissant, les tout derniers mots de Renfri. Franchement, on s'attendrait à une malédiction, non? À des paroles de haine. Mais pas du tout. Dans son dernier souffle, Renfri lui offre une vision, une sorte d'avertissement. En fait, elle lui donne une clé pour son avenir. Une fille de la forêt, elle sera ton destin, pour toujours. Ces mots, prononcés dans le sang et la tragédie de Blaviken, sont la petite graine de tout ce qui va arriver ensuite. À cet instant précis, pour Gérald, ça ne veut absolument rien dire. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que ces quelques mots viennent de sceller son avenir. Allez, on fait un énorme saut dans le temps. 32 ans pour être précis. On quitte l'année 1231 et le drame de Blaviken et on atterrit en 1263, en plein milieu d'une autre tragédie encore plus grande, l'invasion du royaume de Cintra. Et c'est là qu'on découvre le deuxième pilier de notre histoire. Très loin des dilemmes moraux de Gérald, l'histoire de la princesse Syria, qu'on appelle Ciri, commence, elle, dans le feu, le bruit et la fureur. Là, l'ambiance change du tout au tout. Fini les choix impossibles, on est en mode survie, pur et dur. L'immense armée de Nilfgaard déferle sur Cintra, le royaume s'effondre en quelques heures. Et pour la jeune Ciri, c'est tout son monde qui est littéralement en train de partir en fumée. Au cœur de ce chaos absolu, sa grand-mère, la reine Calante, lui donne un dernier ordre, une mission désespérée. Pas fuis, pas cache-toi, non, un ordre très très précis. Va trouver Gérald de Rive. Vous entendez bien? Le nom du boucher de Blaviken est maintenant le seul et unique espoir de la princesse de Cintra. Sa fuite, c'est un véritable cauchemar. Elle réussit à s'échapper du château, ce qui est déjà un miracle, mais elle se fait capturer presque aussitôt par un officier de Nilfgaard. Et c'est là, dans un moment de panique totale, que quelque chose se débloque en elle. Un pouvoir immense, incontrôlé, qui éclate et lui permet de s'enfuir à nouveau. La voilà seule, perdue, mais vivante. Et voilà comment on y arrive. Ces deux histoires, qui ont avancé en parallèle pendant plus de 3 décennies, commencent enfin à s'entremêler pour ne former plus qu'un seul et même destin. C'est ça, le cœur de l'affaire. D'un côté, on a une prophétie murmurée à un sorceleur après un massacre, de l'autre,
Un ordre hurlé à une princesse pendant la chute de son royaume. 2 événements terribles, à des années d'intervalle, qui pointent exactement dans la même direction, les réunir. Le destin, la providence, on peut appeler ça comme on veut, mais une force puissante est clairement à l'œuvre. Elle s'est servie des derniers mots d'une princesse vengeresse et de la dernière volonté d'une reine guerrière pour créer un lien indestructible. Un lien entre un homme qui ne croit absolument pas au destin et une enfant qui en est peut-être l'incarnation même. À partir de cet instant, leurs histoires personnelles n'existent plus. Il n'y a plus qu'une seule histoire, la leur. Les chasses, les batailles, les alliances, tout va tourner autour de ce lien qui a été forgé dans la tragédie. Et ça nous laisse avec une question fondamentale, une question qui va résonner tout au long de la saga. Quand le destin frappe à la porte, est-ce qu'on peut vraiment choisir de ne pas répondre ?